Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Félix, bienvenue dans le podcast. Enchanté Justine. Alors je vais peut-être te laisser te présenter, donc toi, tes différentes activités, rapidement pour l'instant, un peu tes projets, sur quoi tu interviens. Alors du coup, je m'appelle Félix Bruno, je suis acteur et j'ai 25 ans. Je me présentais globalement, c'est un peu plus compliqué. Je vais partir du début. Je voulais être réalisateur depuis tout petit, je pense, parce que j'ai retrouvé récemment des vidéos que je faisais quand j'avais, je pense, 7-8 ans. Et je faisais des films d'horreur qui sont absolument terrifiants. Enfin, que j'ai trouvé à l'époque. Mais notamment où je fais des effets spéciaux en m'enfonçant des aiguilles à l'arrière de ma tête et qui ressortent colorés de sang, et je mettais du colorant dans mes cheveux pour que ça ait l'air de... Plein d'imagination. Voilà, c'est ça. Donc je pense que je voulais réaliser des films déjà, que je me mettais un peu en scène, et en fait petit à petit il y a eu le lycée où j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont toujours des amis, dont Auguste Bas, qui est un super producteur chez Partisan à Paris. Et il produit des clips et de la pub. C'est vraiment un très très bon producteur et je suis resté ami avec lui jusqu'à maintenant, donc c'est chouette. Et en fait, on a évolué un petit peu chacun de notre côté. Lui, il a fait l'école de la Cité, tout ça. Et moi, je suis parti en informatique parce que je voulais faire les concours de Louis Lumière et la Fémis, qui en fait s'avère être... ces deux concours-là demandent d'avoir minimum 2 années d'études supérieures dans la même filière. Donc moi je me disais, j'ai pas très envie de faire une licence de cinéma. Et donc je me suis dit, je vais faire de l'informatique en images, donc c'est quand même spécialisé. Et en plus je savais que c'était très à la mode l'informatique à l'époque, et que donc je pouvais avoir des débouchés plus tard. Et du coup... j'ai fait ça, finalement j'ai fait une 3e année pour avoir une licence, parce que aussi je pouvais la faire à Amsterdam, donc j'ai appris l'anglais là-bas. J'ai passé 1 an à Amsterdam, c'était vraiment chouette. J'imagine. Ouais, c'était une super expérience. Et Amsterdam, voilà, j'ai rencontré des gens très chouettes, j'ai passé un premier casting en anglais, donc c'était le premier casting de ma vie, qui plus est en anglais, que j'ai eu. C'était pour une collection de vêtements, d'une femme extraordinaire qui s'appelle Marina van Dieren. Je recommande son travail. Et d'ailleurs, pareil, on est resté en contact, étant donné que j'ai pu aller à Cannes cette année et que j'ai pu porter son costume, le même que dans mon premier projet, du coup, en tant qu'acteur, en 2017. Donc, c'était vraiment très chouette. Ah ouais, génial. Donc, pour finir l'histoire, je fais très vite. J'étais à Amsterdam, j'ai passé... alors que je faisais ma 3e année de licence, j'ai passé les 2 concours de la Fémis Louis Lumière et de l'école de la Cité parce qu'elle a été recommandée par Auguste Bas. Donc justement, la boucle est bouclée, quoi, un petit peu. Et je n'ai eu aucun des concours. Je suis arrivé assez loin, notamment à celui de la Cité, à la dernière étape, et ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai aucun plan B. J'ai pas du tout envie de faire de l'informatique, je souffrais vraiment de ce truc-là, de me dire c'est tous les jours 12 heures devant un ordi, c'est même les loisirs, c'est tout. Et là, je me suis dit, ok, faut que je prenne une décision. J'ai commencé à regarder les cours de théâtre à Paris et à Bordeaux, comme je viens de Bordeaux. Et Bordeaux, ça m'angoissait terriblement, j'avais pas du tout envie d'y retourner, d'y vivre. Et Paris, j'avais envie. Et d'ailleurs, Auguste, encore une fois, me disait, si, viens, c'est pas grave, tu feras du théâtre ici, machin. Et je suis obligé de parler de ça, mais en 2020, pour mes 20 ans, pardon, en 2017, il me semble, ou 2016, j'avais organisé un festival de musique avec des copains qui font de la musique, tout ça. Et on a remis ça l'année d'après, donc quand je rentrais d'Amsterdam. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... je fais une super école de théâtre
et je te recommande d'y aller. Donc c'est en anglais, il y a de l'anglais, il y a du français. Et j'ai fait ça, et c'est dans le 11e, juste à côté d'ici. C'est l'atelier Blanche Salan. Voilà. D'accord, chouette. Et le théâtre, du coup, les cours de théâtre, t'avais quand même commencé à Bordeaux ou ça a commencé finalement après le bac? Alors pour ça, il faut vraiment que je remercie ma sœur, parce que il me semble que c'est elle qui a eu l'idée, alors que moi j'ai fait 11 ans de judo depuis tout petit. Je pense sous l'impulsion de mes parents, j'étais très mauvais, parce que c'était très physique, et moi j'aime pas trop la bagarre. Mais par contre, j'aimais beaucoup ça, c'était vraiment chouette, j'aimais cette physicalité-là, mais j'étais pas très bon en compétition, tout ça. Et au moment de passer à la fac, du coup, quand j'ai commencé l'informatique, j'avais besoin, je pense, d'artistique en plus de ce monde très enfermant. On était quasiment que des hommes, c'est vraiment... moi, ça me correspondait pas trop. Et en fait, là, ma sœur m'a dit, on va faire du théâtre. Et on a fait du théâtre ensemble pendant 1 an. Elle, l'année d'après, n'a pas pu, donc moi j'ai continué. Et l'année encore après, j'étais à Amsterdam. J'ai pas trouvé de cours là-bas en anglais, donc j'en ai pas fait. Mais j'ai fait ce premier projet, comme je t'ai dit. Et donc le théâtre vient de ma sœur, je pense. Et si donc l'artistique était dans ta vie déjà depuis petit, que tu réalisais des petits films et tout ça, ça t'a pas fait peur en fait de te lancer après, finalement de te lancer si tard dans le théâtre? J'avais un peu peur de me lancer si tard parce que j'ai vu, en fait moi je me comparais beaucoup à des gens que j'admirais. Donc il y avait notamment à l'époque Xavier Dolan qui pour moi était vraiment ma référence En plus, il est né en mars comme moi et je ne crois pas que ce soit l'astrologie qui me fasse quelque chose comme ça, mais il y avait quelque chose de... Je m'identifiais en plus à ce garçon qui était né le même mois que moi. Je me disais, il y a un peu ce truc de jumeau quoi, qui moi me plaisait. Et j'adorais ses films et en plus il jouait dedans. Donc je me disais, mais si lui il le fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Mais en même temps, ça foutait une pression de malade parce que quand tu commences, en fait, tu te prends les murs complets qui sont que tu fais que des projets un peu nuls et que tu vis des moments de solitude extrême. Oui, c'est sûr. Ben ça, on en parlera peut-être dans une deuxième partie. On va rester peut-être au moment de ton enfance parce que justement, est-ce que tu peux dire un petit peu quel caractère t'avais enfant? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on développe beaucoup notre imagination au moment de l'enfance et que la personne qu'on était se voit dans nos projets après. En fait, j'étais étrange et j'en avais pas peur à cette époque-là. Et pareil, comme je dis, agissez, soyez étrange parce que on oublie à quel point on a le droit d'être étrange, différent, dans son monde, un peu dans la lune, parce que en fait, on est ouvert quand on est jeune, et ensuite, on ne fait que mettre des barrières. Et après, c'est réapprendre à les enlever. Et réapprendre à enlever ces barrières, ça peut prendre 10, 15, 20 ans, c'est très très complexe. Et moi, je recommence à me dire, j'ai le droit d'être étrange, j'ai le droit d'être a weird kid, comme on dit. Voilà. Puis du coup, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais de toute façon, en début de carrière, tu as parfois des projets dont, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est des projets dont tu n'es pas fier, mais en tout cas des projets où tu n'es pas sûr, enfin, tu sais que ça va pas être quelque chose de grand, mais qu'il faut passer par là pour aller plus loin. Peut-être que tu peux développer du coup sur cette notion de se lancer, d'avoir des projets où on sait qu'on va pas forcément avoir un César dessus, quoi. C'est très intéressant cette question. Alors oui et non. Selon moi, vraiment pour moi, oui, il faut à tout prix faire des choses parce que si tu ne fais rien et que tu restes sur ton canapé, même si tu es dans ton monde, comme moi, je l'ai beaucoup pété, comme je disais, je rêve beaucoup, mais il faut quand même faire des choses. Donc moi j'ai fait certaines choses que j'aimais pas forcément, ou alors j'étais pas content parce que je gagnais pas du tout d'argent dessus, voire j'en perdais. Et ça, des fois, c'est très frustrant. Et donc on se sent pas bien, on se dit mais je me dévalorise, des choses comme ça qui font un peu souffrir pendant un temps. Et en fait, on se rend pas compte que avant qu'on enregistre, t'as dit parfois on peut avoir envie d'abandonner au bout d'1 an si on n'a pas de résultat tout de suite. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de me dire que, en fait, là, ça fait 4 ans là, que je fais ça, que c'est au bout de 4 ans que je commence à avoir des gens qui me rappellent et qui me disent moi, on m'avait dit il faut 10 ans pour faire une carrière. Et j'y croyais pas trop, je disais laissez-moi faire, vous allez voir.
Et en fait, là, c'est au bout de 4 ans que je me dis, ok, je sens que là, il y a des gens d'il y a 3 ans qui me rappellent, ou me respectent, ou respectent mon travail, ou se disent, ok, là, il prend vraiment un tournant, il est sérieux, il travaille. Et ça, c'est quelque chose que m'ont vraiment donné mes parents, et je pense que j'ai eu de la chance pour ça. Mes parents m'ont toujours dit, va au bout des choses, et ne lâche pas. Et je pense que c'est le plus important. Tu vas faire des trucs que tu vas pas aimer, tu vas avancer doucement, et puis en fait, c'est au bout de 3 ans que ça va revenir, que quelqu'un va te dire non, là c'est super. Et toi, en fait, ce qui se passe en toi surtout, et ça, c'est mon coach d'acting in English de Blanche Salan, justement, qui s'appelle Chris Mack, qui est également un individu exceptionnel et qui est aussi coach d'acteur, et qui réalise des films. Qui m'a dit, je lui disais, oh, I like to be in an agency, faut que je trouve un agent, tout ça, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on trouve du travail. Et il m'a répondu, non, t'es pas prêt. Et il m'a dit, vas-y quand tu seras prêt. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt? Oui, je lui ai dit, je suis prêt. Et il m'a dit, you'll know when you'll be ready. Et là, je me suis dit, ok, donc tu le sentiras, tu sauras quand t'es prêt et t'iras toi-même. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a un moment où tu te dis, bon, mais en fait, j'ai appris des choses pendant 3 ans, j'avais besoin de ça, moi, pour me sentir légitime. Il y en a d'autres, ils écrivent 2 projets, ils se sentent légitimes. Ça peut passer par plein de choses et c'est différent pour tout le monde. Et moi, ça passait par aller au bout de ma formation, notamment. Et je suis vraiment content d'être allé au bout parce que moi je crois que j'ai besoin de finir les choses. C'est pour ça que j'ai fini ma licence d'informatique quand même, alors que j'en avais déjà plus envie, je savais déjà que je voulais faire autre chose. C'est que j'ai besoin de mettre un point dessus et dire je dégage maintenant, c'est terminé. Et ça, c'était vraiment ce que m'a dit Chris là, c'est vraiment quelque chose de précieux, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui peut être assez perturbant quand voilà, si un auditeur nous écoute et là veut se lancer, c'est de se dire oui, ok, donc là je vais me lancer, je me sens prêt ou pas encore, mais surtout en fait par où on commence. Enfin, tu vois, je me dis, toi t'arrives à Paris, au final, comment tu choisis tes projets, comment t'organises tes journées? Parce que rencontrer du monde, j'imagine que ça se fait pas sur la personne assise en face dans le métro. Comment on va les chercher? C'est encore une très bonne question. Alors, le métro, j'ai une mini anecdote très rapide. J'ai effectivement une fois fait un truc un peu débile à la Félix, comme je te disais, qui, avec toute son étrangeté. Je suis rentré en faisant presque une roulade dans le métro parce que les portes se fermaient. D'accord. Et il y a un grand mec très costaud là, qui a explosé de rire. Et du coup, moi, je me suis marré avec lui. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais t'as vu ce que t'as fait? Et je lui ai dit, bah non. Il a dit, t'as fait une espèce de roulade, c'était complètement drôle et ridicule à la fois. Et il a dit, t'es marrant, quoi. Et en fait, il s'avère que c'était un danseur qui mettait aussi en scène. Et qui m'a dit, ah, tu voudrais faire un projet de théâtre? Et ça, c'était un de mes tout premiers trucs. Et moi, j'avais quasiment jamais lu de pièce, tu vois. Et en fait, ça m'a forcé à lire une pièce. Lui, il avait une rigueur, il avait déjà fait des cours un peu dans le même style que les miens. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le method acting de Lee Strasberg, etc., plus méthode américaine. Et du coup, déjà, on avait un point commun. Mais déjà, ça m'a fait rencontrer notamment une actrice parce qu'on bossait sur la pièce qui s'appelle Léocadia de Jean Anouilh. D'accord. Et surtout, il avait plein de petites choses auxquelles j'avais jamais pensé. Il disait tu visualises le salon qu'il y a dans telle scène? J'aimerais que tu me le dessines pour la prochaine fois. Et plein de trucs comme ça, très lunaires, mais qui en fait te font travailler sur des choses que tu n'avais pas senties, tu n'avais pas idée. J'en profite pour dire un point important qui me vient encore d'Auguste, qui m'a beaucoup aidé, je pense, la première année. Et ça rejoint ta question de comment tu fais au début. Je pense que comment tu te présentes aux gens est très important. Et moi, je disais très maladroitement, quand je me présentais au début en tant qu'acteur, je disais « Ah, bah ouais, je fais des cours, mais parce que peut-être, je pense que avec... Ouais, je suis pas acteur, mais j'aimerais bien. » Et en fait, ça dégage tout de suite quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose de sérieux à te proposer, va se dire « Ouais, bon, pas le temps. » Et Auguste m'avait dit à une soirée, il m'avait dit
par contre, dis plus jamais ça, dis que t'es acteur, point. Et en fait, quand les gens voient ça dans tes yeux, déjà toi, quand tu dis les choses, c'est un peu le truc ridicule américain, mais qui a quand même un fond de sens, le fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça marche, et c'est un peu ça, c'est que tu dis je suis acteur, je suis comédien, déjà ça le rend réel pour toi, et ça le rend réel pour les autres. Et quand les autres vont te présenter, s'ils sont eux-mêmes à une soirée ou je ne sais quoi, et que toi t'es même pas là, ils vont dire « Ah, ben j'ai rencontré cet acteur » Et en fait, ça change tout, parce que les gens vont t'identifier. Moi, j'aime pas trop les cases et tout, mais par contre, ils vont se dire si c'est vraiment ton souhait d'être acteur, dis que t'es acteur, et les gens vont finir par te proposer des trucs aussi. Donc c'est comment tu te présentes, je pense que c'est important pour répondre à ta question. Oui, puis je pense que c'est la question à quel moment on ose se dire qu'on est acteur. Et en fait, en vérité, on est acteur dès qu'on prend notre premier cours de théâtre. Enfin, il n'y a pas de règle. Merci pour ça. Voilà. Et je pense que ça, c'est précieux pour les jeunes, à savoir, ou tous les gens qui se lancent, parce que ça, j'aimerais qu'on revienne dessus aussi, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et c'est pour ça que j'aimais les cours à Blanche Salan, c'est qu'il n'y a pas de pression sur l'âge. En tout cas, c'était le cas jusqu'à là, moi, à la fin de ma formation. Peut-être les écoles évoluent beaucoup toujours, donc j'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je sais que, voilà, moi je pense que c'est précieux de faire ce qu'on aime, même si on a plus de 50 ans, par exemple. Voilà. Et si là, c'est un jeune vraiment, donc un adolescent assez jeune qui veut se lancer, mais à qui on dit, là, pour le coup, voilà, t'es pas à Paris, c'est un peu tôt, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, en fait, pour commencer cette carrière et pour pas juste te dire j'attends d'avoir 18 ans et de pouvoir faire une école ? Par où tu lui conseillerais de commencer ? Alors ça, c'est très chouette. Je pense que, en fait, la chance, on n'est pas tout à fait de la même génération déjà, toi et moi, et les jeunes ados d'aujourd'hui. Mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment le monde ouvert à eux via Internet et via les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup de mal avec plein d'aspects qui sont un peu dangereux, je pense, des réseaux sociaux. En plus, là, il y a TikTok qui explose, mais je sais aussi que c'est de la pub gratuite et que si on est vraiment passionné et qu'on n'oublie pas que c'est d'abord la passion, en fait... Moi, ce qui me dérange sur les plateformes, c'est la quête d'attention. Et je pense qu'elle est vraiment malsaine pour les jeunes et pour tout le monde. Et en revanche, et en plus, c'est un peu ça, les réseaux, c'est vraiment montrer ce qu'on fait. Mais moi, je pense que c'est plutôt, il faut montrer qui on est. Et s'il y a une grosse nuance. Et à ce moment-là, c'est en fait, si t'es jeune et que même si justement t'es étrange et que du coup, tu te sens pas avoir une place... Tu peux trouver d'autres gens via Internet, via plein de choses, et t'as pas besoin d'être dans une école, t'as pas besoin d'être à Paris, t'as accès au monde entier. Et donc tu peux, imaginons que tu fasses du dessin, de la peinture, tu peux faire des vidéos tout seul maintenant avec ton téléphone. En plus, tous les gamins ont des téléphones. Voilà, moi je sais pas ce que j'en pense, mais par contre c'est le cas. Donc s'ils arrivent à les utiliser sainement, à savoir mettre leur énergie dans leur vrai travail d'artiste, et non pas dans le temps qu'ils vont passer sur ces réseaux-là, et qu'ils le font sainement, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment sur leurs œuvres, et qu'ensuite c'est juste pour poster, donner des retours, et pas faire l'inverse, passer sa journée dessus et se comparer. Là, on commence à rentrer dans une spirale de peur, de comparaison, alors que par contre, si on garde son authenticité et hop, on lâche des choses, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a des collaborations avec d'autres artistes, il y a, si on reste dans l'art plutôt plastique, des galeries qui peuvent voir ton travail. Si t'es acteur, actrice, il peut y avoir des agences, il peut y avoir plein de choses. Et vraiment, je pense que, moi je dirais que c'est ça. On va revenir dans un petit moment un peu plus sur tes projets, mais avant de parler de ça, je voulais savoir, justement, en fait, quand tu étais jeune, avant de vraiment découvrir les bons et les mauvais côtés de ce métier-là, qu'est-ce que c'est qui te faisait le plus rêver ? Est-ce que tu rêvais plus de la scène, du cinéma, finalement d'être acteur ou réalisateur ? Dans quoi tu t'imaginais vraiment ? Avec le recul, je vais essayer d'être très honnête avec moi-même, ce qui n'est pas facile. Mais je crois qu'en fait, j'aime énormément être aussi devant la caméra. Mais que
J'étais pour le coup réservé, mais aussi très timide. Et ça transparaît pas forcément, mais... Et en fait, je crois que l'idée de faire des clips, faire beaucoup de vidéos et tout quand j'étais jeune, c'était aussi une manière très intelligente de me cacher. Et, et l'art de la scène, ouais, il y a un truc, moi je fais du cinéma et j'aime énormément ça, mais il y a un truc qui est très frustrant, c'est qu'on se voit, on fait quelque chose, on peut pas vraiment en parler déjà, parce que il y a plein de clauses de confidentialité, il y a plein de... Tu peux pas partager non plus les images tant que c'est pas sorti, donc des fois ça peut durer 2 ans. Ça m'est arrivé, c'est très dur. C'est très très dur parce que les êtres humains, je crois qu'ils ont besoin de partager ce qu'ils ressentent en fait en permanence. C'est pour ça qu'heureusement il y a des amis. et en fait, le théâtre, j'ai eu pas mal l'occasion d'en faire. C'est vraiment quelque chose de... Tu donnes ta dose complète, tu lâches tout, d'adrénaline, de tout, tu balances tout, ton texte, le sous-texte qui est avec, en pleine face des gens. Et les gens le reçoivent en direct. Et donc, t'as les retours de suite, en fait. Et ça, c'est quand même génial. On te dit tout de suite ce qu'on en a pensé, même si les gens aiment pas. Tu peux tout de suite débattre sur ce que tu as fait, et c'est tellement jouissif. Donc, avec le recul, ouais, je pense que ce qui m'apporte le plus de bonheur, c'est ouais, pouvoir débattre aussi après les performances, tout ça, ou alors de diriger des équipes plutôt en tant que réalisateur. Je trouve ça vraiment... parce qu'en fait, je pense que peu de gens sont d'accord avec moi, mais moi je trouve que quand je réalise, j'ai l'impression que je suis le plus flemmard en fait de l'équipe. Alors qu'en fait, il y a une grosse charge de travail, hein, mais c'est juste que pour moi, fabriquer une équipe, c'est tellement un plaisir, mais surtout, en fait, tu vas juste chercher des gens qui, eux, ont du talent. Moi, selon moi, c'est ça, en fait. C'est avant tout un amour des gens. Tu vas sélectionner des gens que tu trouves extrêmement talentueux et tu leur dis toi, t'es trop forte, je veux que tu travailles avec moi, toi, j'adore ce que tu fais, etc. Et t'as ton ingé son, ta monteuse son, ton électricienne et tout ça qui pour moi, en fait, si tu t'entoures que de gens que tu trouves talentueux, dont tu aimes le travail, bah évidemment que ton film va être superbe. Parce que tu auras au moins réussi ça, et si tu réussis à créer une équipe où tu sais que déjà ils peuvent bien s'entendre, mais qui en plus se respectent. Moi, je trouve que c'est très important qu'il y ait du respect au sein de ton équipe. Et s'il y a du respect entre les gens, que eux-mêmes s'admirent entre eux, que toi tu les admires, bah à ce moment-là, déjà eux ils vont plus t'estimer, et donc pas besoin d'aller jusqu'à l'admiration, mais ils vont t'estimer et te respecter. Et s'il y a du respect au sein de toute l'équipe, à ce moment-là, je pense que tu as une harmonie générale qui fait que, quel que soit le projet, quoi que ce soit que tu veuilles faire dans ce film-là, il y a une harmonie en fait qui se dégage de ton projet. Oui, puis là, tout se fait dans une confiance extrême. En fait, t'as confiance en toutes les personnes qui sont sur le plateau. C'est exactement ça, la confiance. Est-ce que dès le départ, on peut faire des choses bien ? Est-ce que t'as l'impression, toi, d'avoir vraiment eu besoin de plusieurs projets pour sentir que tu t'étais amélioré ? Ou est-ce que finalement, dès le départ, t'avais quand même ton identité artistique ? Alors, moi je pense que j'ai eu besoin, comme je t'ai dit, de légitimité. Et c'était le plus important pour moi. C'était de me sentir légitime à faire un film. Et ça m'a pris du temps. Peut-être 4 ans, sans rien faire. Moi, j'ai rien fait, alors que, comme je le disais tout à l'heure, faut le faire. J'ai fait des trucs en tant qu'acteur, etc., plein de choses, mais pas... j'osais plus réaliser. Alors qu'avant, je faisais plein de petites vidéos, comme je te dis, ou des clips et tout, quand j'étais ado, pour le coup. Pour mes potes musiciens, il faut que j'y vienne aussi, parce qu'ils sont... Je les adore. On va revenir là. Mais en fait, moi, c'était la légitimité pour me sentir bien. Et je pense qu'ensuite, en fait, ta créativité, c'est comme je le disais tout à l'heure, elle est déjà là. Il faut juste pas se la laisser manger par la comparaison avec les autres et tout ça, en fait. Mais ton toi intérieur, après, il n'y a que le travail qui compte en plus, tu vois. Mais toutes tes idées, toute ta créativité, elle est en toi. Et ensuite, tu vas la cultiver en faisant des choses. Et en fait, faire des choses, ça veut surtout faire beaucoup d'erreurs. Et moi, notamment, mon premier projet,
là, de cette année, un premier projet en réal avec une grosse équipe, on était plus de 15. Pour moi, c'est une réussite, non pas parce que j'aime énormément ce projet, mais parce qu'il y a justement plein de petites erreurs que je chéris énormément et qui m'ont fait grandir et qui vont faire que mon prochain film, je pense, sera d'autant plus harmonieux, etc. Et d'ailleurs, je pense même que c'est les erreurs et les défauts qui rendent harmonieux. Bizarrement, hein. On se dit, normalement, ce qui est harmonieux, c'est un truc bien rangé. Ah, mais tu sais que c'est ce qui revient le plus dans ce podcast, c'est le fait que les erreurs de début, c'est ce qui rend en fait, ce qui finalement est mignon quand finalement on évolue dans notre carrière, tu vois, et ce qui construit la carrière en fait. Ah, c'est génial, mais super que d'autres personnes aient dit ça, je trouve ça chouette. Du coup, je vais peut-être passer à la partie où je vais te laisser détailler un peu les différents projets sur lesquels tu as travaillé, puis peut-être pas seulement les projets depuis que tu as choisi d'en faire ta carrière, mais peut-être aussi tes premiers projets, ceux qui ont construit la personne que tu es maintenant et qui ont construit cette envie de travailler dans cette industrie. Alors c'est vrai que j'ai jamais parlé, je pense, de mes vieux projets, donc c'est chouette de pouvoir le faire, c'est intéressant, mais c'est un peu flippant aussi. J'ai vraiment un rapport à la musique qui est très particulier. Et je pense que c'est un peu le seul truc qui manque à ma vie créative, dans le sens où au final je joue pas vraiment d'instrument, j'ai un peu fait de piano, un peu, mais j'ose toujours pas, c'est un truc qui me terrifie, mais peut-être parce que mes meilleurs amis sont de très bons musiciens aussi, donc je pense que ça joue quand on admire autant des gens qui font très très bien leur travail, se dire je vais me lancer dans la musique alors qu'eux ils sont absolument merveilleux, c'est un peu chaud. Ce rapport à la musique a fait que du coup je traînais un peu avec cette bande-là, donc Paul, Hugo Villemot et aussi Thibaut Labarrère qui a fait la musique de tous mes films, qui s'appelle Mistom, et qui en fait on a fait et Paul, c'est un peu lui qui m'a appris la photographie aussi. Et on a commencé à d'abord faire des clips ensemble, en fait, pour Thibaut notamment, parce qu'il avait composé une musique à la guitare. Et ça, c'était plus ou moins le premier projet où vraiment on fait tout seul. Et c'était, du coup, on avait une énergie folle, quoi. C'était génial. Donc ça a vraiment commencé par la musique, notamment de Thibaut. Et moi, j'avais eu des influences notamment d'un Canadien que je trouve exceptionnel, qui s'appelle Trust, comme le groupe français, mais c'est pas du tout la même chose. Et Trust, Robert Alphonse, je crois qu'il s'appelle. J'avais fait un clip pour lui en 2014. Et en fait, c'était pour son nouvel album. Et il n'avait pas de clip sur ce morceau-là. Mais je l'ai quand même publié sur YouTube au moment de la sortie de l'album, plus ou moins. Enfin, juste un mois après, parce que je l'ai monté assez vite. Et je l'avais vu une première fois à Bordeaux, à l'iBot, il me semble. Et j'étais ensuite retourné le voir une deuxième fois, donc en 2014. Je l'avais vu en 2012. Et en 2014, je m'étais dit, je vais faire les dernières images pour mon clip avec lui dedans. Et comme ça, j'avais effectivement des images de lui dans mon clip, en plus, qui étaient vraiment mes images. Et je suis allé voir sa manageuse, j'ai demandé si je pouvais utiliser les images, mais juste un accord comme ça. Oui, oral. Un accord oral, voilà, exactement. Et elle m'a dit oui, pas de problème, parce que justement, elle devait se dire, bon, c'est qui ce gamin, on s'en fout. Et en revanche, je l'ai publié, je l'avais même envoyé à son label, tout ça, bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais en fait, ça montre déjà, en fait, ça montre que on peut y aller, il faut pas hésiter, et surtout moi ça m'avait beaucoup j'étais très triste de ne pas avoir de réponse, mais par contre je l'avais rencontré, je lui avais dit je fais un clip pour toi, on s'était croisés, il sortait des toilettes et on avait eu ce moment de gêne intense où moi je lui disais que j'aimais beaucoup son travail et que je faisais un clip pour lui, et il avait dit c'est super, envoie-le moi et tout, et du coup je l'avais envoyé par le biais de ses managers, je crois, qui m'avait répondu d'ailleurs, qui avait dit on va l'envoyer à Robert, donc ça se trouve il l'a vu, je n'en saurais jamais rien, à moins que je le recroise un jour. Mais ce que j'ai aimé avec ce projet-là, c'est que en fait, il s'avère qu'il y a eu énormément de vues sur YouTube, pour moi à l'époque, hein. Là je crois qu'il y en a 80 000, mais pour moi c'était énorme, parce que
il y a eu plein de commentaires et des gens qui disaient « Ah, I love the video », machin. Et pour moi, c'était tellement encourageant. C'était un premier truc où j'avais tout fait tout seul et je me disais c'est génial. Et j'avais filmé, je crois que c'était 3 ans de lumière. Donc c'était des lumières que j'avais trouvées partout, des couleurs, des formes. Et je m'étais dit, je vais faire un mash-up de tout ça pour son clip. Je trouve que ça va avec son univers. Et là, à ce moment-là, tu avais déjà un matériel professionnel pour filmer ou tu filmais avec ton portable? Pas du tout pro, mais justement suite à l'engouement pour la photographie que m'avait donné Paul, on avait tous les deux acheté un réflexe au même moment. Enfin, moi, c'était mon cadeau de Noël, mais je crois que c'était en 2012, justement. Oui. Et sauf que c'était le premier, ça paraît fou comme ça, mais c'est il y a presque 10 ans déjà, c'était le premier appareil numérique de grande série, en fait, qui faisait du 1080p en vidéo. Et moi, c'est pour ça que je l'ai pris. C'était le Nikon D3100, il me semble. Et moi, je trouvais ça génial. On avait enfin de la vidéo HD donc c'était absolument pas stabilisé. Les images étaient horribles pour aujourd'hui. Ça paraîtrait fou, quoi. Et en fait, tu te rends compte que même quasiment 10 ans après, ça a quasiment pas vieilli, vu que c'était vraiment la pointe à l'époque. Et donc c'était pas du tout professionnel. C'était un réflexe pas du tout cher. Justement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais par contre, ça permettait de faire illusion. Je pense que c'est ça qui est important. C'est que les gens se disent « Waouh, il y a du travail derrière », alors qu'en fait, c'est juste que soit tu sais y faire, comme notamment Loïc, dont je parlais tout à l'heure, qui en fait fait aussi ses effets spéciaux beaucoup. Donc t'as l'impression qu'il y a tout un studio derrière et tout. Et c'est juste qu'en fait, il a geeké comme un malade pendant des heures pour savoir comment faire tel et tel ou tel effet spécial. Et je trouve ça dingue. Ouais, c'est fou. Donc ça passe de, pas de mentir, mais de trouver des techniques pour contourner le fait qu'on n'ait pas forcément les moyens d'avoir un matériel ou une équipe pro dès le départ, quoi. Exactement. Le bricolage au début fonctionne très bien, sachant qu'ensuite, petit à petit, c'est même comme pour ton podcast d'ailleurs, petit à petit on a de meilleurs micros, meilleur matériel, puis quelqu'un qui va produire les épisodes, et tout ça, ça permet vraiment d'augmenter en qualité, mais c'est ce que je disais au tout début, le but c'est de faire, et ensuite on s'en fiche de... Oui, voilà, c'est avec le temps, quoi. Voilà, du temps, il faut s'en ficher du temps et pas avoir peur que ça prenne 10 ans, parce que si t'es tout le temps en train de faire, les gens vont remarquer ce que tu fais, quoi. C'est tout. Ouais. Je sais plus dans quelle série j'avais vu ça, mais c'est une phrase qui m'avait vraiment marquée, parce que c'était au moment où je me posais la question aussi de me lancer dans un milieu artistique. Et où il disait... si on attendait d'être prêt pour tout dans la vie, on ferait pas grand-chose. Exactement. Et je pense que c'est ça, en fait. À un moment, faut juste se lancer et puis ça vient petit à petit, quoi. Voilà. C'est... faut attendre d'être prêt pour certaines étapes, comme je disais tout à l'heure. Mais toujours essayer. Ça n'empêche pas d'essayer, en fait. Moi, par exemple, la prochaine étape, c'est que j'aimerais beaucoup trouver un agent en France. J'ai pas vraiment cherché. Mais j'essaie quand même d'envoyer des mails quand j'ai une actu et tout ça. Parce que... peut-être que je me sentais pas encore tout à fait prêt, mais par contre, il faut quand même faire quelques petites choses pour se dire, tâter le terrain, dire là ça a pas passé, bon là peut-être, et comme ça t'avances toujours, t'es tout le temps en train d'avancer en fait. Je pense que ce qui est important, c'est moi la seule règle que je me suis donnée en fait, qui m'a aidé à avancer, c'est de me dire, chaque objectif est un tout petit peu plus gros que le précédent, et un tout petit peu plus ambitieux. Et du coup, tu avances constamment. Parce que si tu essaies de faire un pas de géant, en fait, tu peux stagner 2 ans, voire un de tes projets ne pas aboutir parce que, et ça, moi, je l'ai déjà fait beaucoup, donc je sais de quoi je parle. Mais de me dire non, parce que j'ai un côté très, très carré, très organisé, très vraiment perfectionniste, et que c'est plutôt un défaut, je dirais, dans l'artistique. Parce que justement, parfois, ça freine. C'est-à-dire que je voulais tellement que ce soit parfait au centimètre près, notamment le tout premier clip que j'ai fait, je crois, je vais synchroniser des images. Il y avait des milliers d'images sur une musique de Thibaut aussi, de 5 minutes, je crois. Et j'avais mis des milliers d'images synchronisées à la centième près. Donc c'est vraiment un truc un peu fou, et qu'aujourd'hui, je ferai plus, je pense, parce qu'en fait, je me rends compte que il y a tellement d'autres choses à faire qui n'ont pas besoin d'être aussi carrées et qui vont paraître parfois plus spontanées et même plus belles en fait, sans avoir à être complètement fou comme ça. Oui, bien sûr, ça c'est les leçons que tu retiens en fait des premiers temps aussi.
Voilà. Après, c'est bien par contre d'aimer la qualité. C'est toujours, c'est toujours très important pour moi. Mais parfois, il faut apprendre à lâcher. Je laisse peut-être continuer. On était sur le déroulé, donc les différentes étapes de ta carrière. Donc en fait, il y a eu vraiment une période où c'était beaucoup plus des clips de musique. Et d'ailleurs, je crois que ça m'a pas mal suivi. Et je crois que c'est juste parce que la musique m'habite énormément. Parce que en fait, les premiers projets que j'ai faits aussi, plutôt en... Après, il y a plutôt en tant qu'acteur, entre guillemets, c'était aussi de la musique. Notamment, je crois que le premier clip que j'ai fait, c'était... qui a pas mal de vues d'ailleurs, c'était... et moi, j'ai un tout petit rôle dedans. C'est juste on se roulait des pelles. Parce que c'était un clip d'Alice Kong pour Vendredi-sur-Mer, Écoute chérie. Et en fait, c'est plein de gens qui s'embrassent. Et il y a toute une histoire derrière, etc. Enfin, je vous laisserai le voir. mais, mais en fait, il y a vraiment ce rapport à la musique là. Et c'est d'ailleurs Auguste qui m'avait dit est-ce que t'es dispo? Ce serait vraiment bien que tu fasses ça, machin. Et voilà, ça a commencé par là aussi, par la musique, je pense, au début. Et ensuite, je pense que c'est venu. Il y a plutôt des rencontres. Il y a aussi, au début, comme je te disais tout à l'heure, moi, je me suis beaucoup remis en question sur qui j'étais. Tout ça, je me comparais beaucoup. Donc, parfois, ça freine un peu. Et il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a qui font ce que je suis aujourd'hui et ma carrière. C'est la première, je dirais, c'est peut-être suite, mais c'est aussi suite à Amsterdam. C'est mon amour pour la langue anglaise. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment. C'est une langue qui, moi, me plaît énormément et qui, je pense, m'aide à être beaucoup plus libre. Et ça, c'est intéressant d'en parler pour les gens qui, justement, se sentiraient pas libres ou, justement, ont plusieurs langues. Moi, je sais que quand je parle anglais, je joue déjà un peu un rôle. Et là, si on arrive sur la... Ah non, tu voulais parler avant du fait d'investir pour sa carrière. Donc... En fait, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, depuis le début, je me suis dit, il faut que je sois indépendant. Je voulais pas dépendre de mes parents. Mes parents sont pas de Paris, donc c'était beaucoup plus difficile pour moi que pour... je suis pas à plaindre, hein, mais par rapport à des jeunes qui sont déjà à Paris, où ils peuvent à la limite habiter chez leurs parents, moi, je n'avais pas d'autre choix que de prendre un appartement ici. Et l'indépendance, c'était pour moi vraiment une aspiration à la liberté. Et donc j'ai toujours bossé dès ma première année de théâtre. Jusqu'à devenir intermittent assez vite, en fait. Et donc je suis content parce que pour moi, il ne faut pas se perdre dans gagner sa vie et à tout prix renouveler son intermittence et tout ça. Mais parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, il faut faire un nombre minimal d'heures par année pour avoir le droit à un salaire qui en fait est un salaire tout à fait décent. C'est un SMIC, il me semble. Et moi, j'ai ce SMIC-là, mais qui me permet, en revanche, d'habiter à Paris sans avoir de compte à rendre à personne. Et et on peut s'en sortir tout à fait bien avec un SMIC à Paris, quoi. Mais juste, bon, faut faire des choix, évidemment. Et donc, il y a eu ça. Et ce salaire-là, moi, m'a permis de commencer à investir sur ma carrière. Et la première fois que je l'ai fait, en fait, c'est cette année, vraiment, je dirais, avec le stage Simi-Acting. Mais je me suis rendu compte, parce que c'était très cher, je crois que c'était près de 2000 €. Mais et je me disais, quand même, pour un truc sur Zoom, tout ça, ça me paraît cher. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un organisme qui s'appelle l'AFDAS. Donc pareil, en fait, il y a plein de choses qui existent qu'on ne sait pas forcément quand on débarque, quoi. Ouais. Et cet organisme-là proposait de financer... Enfin, cette formation-là pouvait être financée par l'AFDAS. Et j'ai fait une demande. Et en fait, c'est un peu comme quand on demande une bourse ou quoi. Il faut quand même travailler pour l'avoir. Parce qu'il faut faire des lettres de motivation, envoyer des CV, envoyer des photos, dire pourquoi on veut le faire. Et j'ai fait ça, mais un peu en me disant... on verra, mais c'est vrai que ça a l'air sympa et je sais pas ce que ça vaut. Et moi, j'avais un peu peur des masterclass, tout ça, parce que je me disais, oui, tu rencontres des gens, mais ils en auront rien à foutre, ils font ça que pour la thune et ça marche pas, quoi. Et c'est faux pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Et quand on s'engage ensuite, parce que justement, on se dit, on a de la chance, parce que du coup, j'ai eu ce financement. Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai payé 0 centime. Mais j'ai investi du temps, notamment là, sur ma carrière, et à la base, je pensais investir de l'argent parce que je pensais pas que ça couvrerait tous les frais. Et en plus, Simi Acting sont très sympas parce qu'il me semble que j'ai pas eu pour la somme totale
le financement couvrait pas la somme totale, mais qu'elles m'ont dit c'est bon, on ne fera pas payer de supplément. Donc c'est vraiment des gens vraiment chouettes. Et il me semble que voilà, il y avait enfin, c'était un truc comme ça, il me semble, mais j'étais vraiment touché par ça et c'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs pour tout le monde. Hein. Donc j'ai trouvé ça super. Mais et en fait, ça fonctionne parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon agent, notamment. Et en fait, tout ouvre des portes que si tu te renseignes et tout ça un petit peu, parce que là, tu te dis ah, mais en fait, je peux me faire financer ça, ok, bon. Et après, j'ai eu l'agent qui, en fait, tu te dis ah, mais Festival de Cannes et tout, marrant. Et en fait, aller à Cannes, et c'est là où je veux dire que ça vaut le coup, entre guillemets, c'est que moi, je me disais, bon, j'ai fait un film donc en mars, je venais de le finir, je venais de faire la projection une semaine plus tôt à Paris, dans une petite salle. Et là, je me suis dit, bon, je sais pas qui aller voir, je connais personne en fait. Mais il y avait encore la famille Simi Acting qui y était, donc déjà c'est un peu rassurant d'avoir quelques amis. Et c'est encore Élise donc, qui m'a dit mais attends, hier j'ai rencontré un jeune réal, il aimerait bien te voir. Et le lendemain, on a pris un verre entre deux projections. Lui, on avait une avant, moi une après. Donc on n'avait que 15 minutes. Il y a un peu un truc comme ça à Cannes de... Tout est dans l'urgence. Tout est dans l'urgence. Et en plus, moi, ça me correspond pas trop. C'est assez bling-bling. C'est pas trop mon truc, quoi. Mais par contre, je voulais quand même que ma personnalité ressorte. C'est notamment pour ça que j'avais le costume de Marina, comme à l'époque. Et en fait, j'ai vu ce jeune garçon qui m'a dit je fais un film qui est tiré d'une histoire vraie et c'est une histoire que j'ai écrite avec mon père, qui l'a vécue. Et ça se passe dans les années 90 et c'est l'histoire d'une bande de 13 jeunes qui sont partis dans un canyon de nuit juste après la chute du mur de Berlin et qui en fait se sont retrouvés bloqués par la nuit et dans des conditions assez extrêmes. Et moi, je lui dis, mais c'est absolument génial, je veux faire ça à tout prix. Parce que à la base, moi, je fais aussi, comme je te disais, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et ça m'a donné ce goût-là. Peut-être qu'ils vont se plaindre à force parce que du coup, ils nous voient très peu. Mais c'est de leur faute. Ils nous ont inculqué ce truc de toujours vouloir découvrir des cultures, des choses, de voyager. Et je me suis dit, ah, mais ce serait génial parce que ça voudrait dire aller tourner dans la Drôme et tout ça. Et dans des canyons, j'ai jamais fait ça. Enfin, c'est absolument fascinant. Et j'ai dit oui tout de suite. Et il y a aussi un truc important, c'est que quand tu commences à te dire je veux plus faire certaines choses, tu oses aussi dire ce que tu veux. Et moi j'ai dit, par contre si c'est pas un premier rôle, ça m'intéresse pas trop parce que je sais qu'après j'ai peu d'images et tout ça. Et en réalité, en ayant vu le projet qu'il a fait, honnêtement je m'en serais foutu. Ce qui était important c'était juste d'y être parce que c'était absolument génial. Mais ensuite, il m'a fait passer un petit casting et on est parti sur ce projet-là. Et donc, j'en reviens tout juste. Donc, c'est très important que je t'en parle parce que c'est vraiment, je pense, ma plus belle expérience de tournage jusqu'à maintenant. Et parce que justement, on a fait une préparation physique assez intense. On a tous et toutes fait de l'escalade avant. Donc, on en avait jamais, pour certains, pour la plupart, on n'avait jamais fait... Moi, je lui avais dit que j'avais fait beaucoup de randonnées avec mes parents, que je connaissais bien la montagne et tout, et que j'avais déjà fait de l'escalade en salle, mais sans corde et tout, donc des très petites voies. Et on s'est retrouvés avec des murs de 12 mètres, à devoir s'assurer les uns les autres, à les escalader, les désescalader, descendre en rappel, pendant une semaine, en même temps qu'on faisait les répètes de jeu. Et donc on apprend à se connaître, on est 6 autour d'une table. Oui, 6 parce que... c'est impossible de faire un film avec 13 protagonistes, c'est complètement brouillon. Donc ils ont rapetissé et au final il n'y avait que 5 personnes. 5 acteurs principaux et un copain qui est là que pour les 2 premiers jours, le premier jour du film. Et en fait, c'était incroyable de vraiment avoir une préparation, quoi. De se dire, tu vois, tout à l'heure je te parlais du travail sur le personnage. Là il y avait ça, il y avait vraiment ce truc de... Waouh, ok, donc là c'est encore quelque chose au-dessus. Là on est carrément sur une préparation où physiquement faut qu'on soit en forme, faut pas qu'on se bourre la gueule pendant une semaine avant, faut qu'on soit d'attaque,
qu'on soit solide, qu'on n'ait pas peur, qu'on connaisse le texte, qu'il y avait plein de choses à faire en très très peu de temps. Et surtout, on avait 6 jours de tournage, qui pour moi est le plus long que j'ai fait, je pense, en fiction comme ça, avec un si gros rôle, parce que j'ai fait des projets où j'ai eu 20 jours de tournage, mais j'étais quasiment invisible à l'écran. Et du coup, ça, c'était vraiment fascinant, parce qu'en fait, normalement, pour donner un ordre d'idée, au cinéma, tu filmes 2 minutes de film par jour, en une journée. Et là, c'était un 30 minutes qu'on a fait en 6 jours. Donc ça veut dire qu'on a dû faire 5 minutes par jour, quoi. Ouais. Et Ouais, c'est un travail énorme. c'est un travail qui est plus du double de d'habitude. Et donc on s'est retrouvé à même avoir des retards à cause de certaines intempéries, des choses comme ça, et devoir tout rattraper sur la dernière journée. Je voulais te demander la plus grande richesse de ce métier. Qu'est-ce que ce métier t'apporte le plus? Là, je crois que moi, c'est que ça me rend meilleur dans ma vie aussi. Enfin, ça me rend certes plus courageux, mais aussi je comprends mieux mes émotions, les émotions des autres qui peuvent m'en vouloir des fois aussi. Je suis beaucoup plus proche de mes parents, avec qui c'était compliqué à un moment donné, pour moi en tout cas, enfin à l'intérieur de moi, je sais pas si eux l'ont ressenti comme ça, mais et aussi, ça c'est important, ça m'a donné un courage qui est pas que un courage physique de se dépasser comme là on parle, mais même un courage émotionnel et sentimental. En fait, la vulnérabilité, c'est quelque chose de très précieux et qu'on n'enseigne pas à l'école. Je pense à des gens qui peuvent être violents et qui, principalement des hommes, hein, souvent, mais fais quelque chose de... moi, par exemple, il y a un truc qui me choque énormément, c'est que devant chez moi, il y a un homme qui frappe son chien. Donc, son chien, il aboie tout le temps et il lui met des grandes beignes jusqu'à ce qu'il se taise. Et tu sens qu'il a mal, le chien, qui souffre. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est que j'avais envie de ce mec qui subisse la même chose, qui souffre, qui ait tant de violence et tout. Et en fait, ce que je me suis dit, je me suis dit, mais en fait, ce mec, si on lui enlevait son chien, je pense qu'il pleurerait pendant des jours et des jours. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui existent comme ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que lui, c'est sa vision qu'on lui a donné de l'amour? Est-ce que c'est ça que ses parents lui ont donné? Peut-être, mais ça n'excuse rien en fait. On a tous eu de la violence, subi des violences jeunes, beaucoup plus les femmes que les hommes d'ailleurs, mais cette violence n'excuse rien pour répéter les violences et ce sera jamais une solution. Par contre, ce que je pense, c'est que si tu as de la violence en toi, je pense que tu peux l'extérioriser par l'art. Je pense que vraiment c'est une solution. C'est l'art thérapeutique en fait. Ouais, mais je pense que c'est toujours thérapeutique, ou thérapeutique, je sais pas comment. Ouais, je sais pas. Ouais, sûrement thérapeutique. Mais je crois que non, mais t'as raison, on dit art thérapie. Ouais, bref. Ouais. Mais je pense que il y a toujours quelque chose de psychologique derrière. Tu t'es jamais. C'est ouais. Ma sœur est dans le social, ma mère l'a été. Les gens ont besoin de s'exprimer, en fait. T'as très rarement l'espace. Moi, c'est pour ça que j'étais très heureux de parler avec toi aujourd'hui, parce que, en fait, on peut rarement expliquer ce qu'on ressent, tu vois. Même là, moi, je suis très ému de faire ça, parce que c'est très rare. Les gens ont peu l'occasion de le faire. Et donc, que ce soit en parlant, en écrivant, en dessinant, les gens ont besoin de s'exprimer. Et en fait, je pense à ça parce que ma meilleure amie, Emma RSSX, Emma Rousseau, elle travaille notamment beaucoup sur le langage, sur l'inclusivité dans le langage, etc. Elle est très très forte et elle fait aussi de la céramique, énormément de choses, beaucoup de peinture. Et en fait, il y a tellement d'elle dans ce qu'elle fait. À chaque fois, je me dis, t'as un courage parce que j'ai l'impression qu'on voit tes tableaux, on voit qui tu es, on voit tes souffrances, on voit tes plaies, et justement, c'est la vulnérabilité dont je te parlais. Moi, je trouve que c'est d'un courage, ça aussi, d'oser dire, voilà mon cœur, prenez-le à travers ce tableau, il est sur la table, et en fait, les gens peuvent le détruire en 3 minutes parce que on dirait, c'est moche ce tableau. Ouais. Et en fait, c'est toi. Oui, tu t'ouvres aux gens. Complètement, et c'est ça qui est très dur dans ces métiers, ouais. C'est la vulnérabilité, mais je pense que elle est essentielle, et d'ailleurs que je trouve même qu'elle se perd un peu avec les réseaux sociaux, parce que les formats de
1 minute, voire 15 secondes, 30 secondes, font que tu peux pas rentrer, ou alors il faut être très concis, mais dans cette vulnérabilité-là qui pour moi est essentielle. Et du coup, on est sur une superficialité qui ne permet pas d'accéder à ce niveau de relâchement. Les artistes, ils n'ont pas que cette vitrine-là. Il y a des êtres humains derrière qui ont tellement de choses à dire et il faut aller les voir. Allez voir les artistes que vous aimez, aller discuter avec eux, aller échanger avec eux, aller créer avec eux, parce qu'en fait, c'est possible. On pense que les artistes sont pas accessibles, mais si tu as un projet qui plaît à la personne, évidemment qu'elle va le faire. Et quel que soit ton âge et quel que soit ce que tu as fait avant. Si toi, aujourd'hui, avec la carrière que tu as eue, les expériences que tu as eues, les leçons que tu as apprises, tu pouvais reparler à l'enfant que tu étais, celui qui allait au théâtre avec ses parents, celui qui tournait des petits films chez lui, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu... Alors, changer quelque chose, peut-être pas, mais qu'est-ce que tu te dirais? Ben en fait, moi j'essaie plus de me dire que j'aurais pu changer des choses, mais grâce à Marvaz justement qui me dit tout arrive pour une raison et tu si c'est arrivé comme ça, c'est que ça va t'apprendre quelque chose et que c'est productif pour la suite. Mais en réalité, j'aurais peut-être changé des choses parce que je lui aurais dit d'y aller plus tôt et de se faire confiance plus tôt parce que je sais que la créativité que j'avais, elle était déjà là et que je pense que je me suis arrêté par l'angoisse beaucoup de fois et que là ça commence à revenir mais je la bats tous les jours, je la combats tous les jours. Donc c'est ouais, je dirais courage mais en fait je dirais surtout encore une fois de rien lâcher parce que moi c'est vraiment ce qui me menace le plus, c'est de me dire c'est pas bien ce que je fais, je vais arrêter, etc. Et en fait c'est t'avances, tu te poses même pas la question et t'y vas petit à petit, mais surtout ce que je lui dirais moi c'est vraiment c'est ok d'être étrange quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment je crois que c'était la description, c'est très drôle, de Cara Delevingne sur son Instagram il y a un moment. C'était, oui, ça me parle, ouais. Voilà, ouais. Embrace your weirdness, je crois. Je sais plus exactement, mais oui, c'était. Elle avait dit un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est aime ton étrangeté, développe-toi avec, et puis c'est qui tu es qui est le plus important. Et moi, c'est le plus dur pour moi, ça a été de la bataille avec mon identité réelle, qui je suis, et c'est toujours en évolution. Je pense que j'évolue beaucoup et c'est compliqué de se dire je suis en constante évolution, je change tout le temps, certaines personnes ne me reconnaissent plus, c'est compliqué. Sur la dernière question, si t'as, je te laisse en fait carte blanche pour t'adresser à potentiellement un jeune qui va nous écouter là et pour le convaincre de persévérer pour mieux rêver, qui est le titre du podcast. Si tu peux. C'est très beau comme titre. Et très adapté parce que justement on parlait de persévérance. Moi je dirais qui que tu sois, quelle que soit ton identité, en fait c'est le plus précieux que tu aies en toi. Donc d'où que tu viennes aussi, parce que on peut se dire que c'est limitant de venir de tel ou tel quartier, et en fait je vois de plus en plus des gens qui s'expriment quelle que soit leur identité, et je pense que c'est le plus important, c'est de se dire moi par exemple en tant qu'acteur je me suis dit des fois j'arrive pas à avoir ce truc où par exemple j'ai envie d'avoir un corps sculpté très masculin pour correspondre à un peu l'idéal de l'acteur et ça me correspondait pas et ça m'a fait souffrir au début, et en fait maintenant je suis tellement content de pas avoir besoin de faire ça pour me sentir bien dans ma peau. Et en fait, le fait de justement se laisser être soi-même fait qu'on va pouvoir oser faire des choses qui ne sont pas forcément nous-mêmes parce que c'est pour justement sa pratique artistique. Si on me demandait de faire justement un tournage très physique comme je l'ai fait récemment, je pourrais peut-être justement me muscler ou quelque chose comme ça, ce qui était inenvisageable avant et qui me terrifiait, justement parce que je suis moi-même. Donc toi... qui que tu sois, il faut que tu restes toi-même à tout prix, que tu n'aies pas peur d'être étrange, différent, et que tu t'exprimes face à tout le monde de la même manière. C'est peut-être le plus important. Parce que moi, j'ai
parfois voulu mettre des pincettes, m'adapter aux autres. Et il y a toujours des gens qui vont pas aimer ce que tu feras. Et il faut pas avoir peur de ça parce que il y aura aussi toujours des gens qui aimeront ce que tu fais. C'est sûr. Donc n'aie pas peur. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était génial. Merci beaucoup. Ah mais ça me fait plaisir. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.